Bienvenue dans Voix de comptable, le podcast qui t'aide à trouver ta voie. Nos invités ont un point commun, ils sont tous passés par des études de compta. Aujourd'hui, ils sont experts comptables, commissaires aux comptes, DAF ou encore contrôleurs de gestion, bref, ils font tous plus ou moins de la compta. Eh bien en réalité, pas tout à fait. Certains ont même quitté les métiers du chiffre pour devenir prof ou monter une entreprise par exemple. À travers ces parcours, j'espère te montrer que non, en compta, il n'y a pas qu'une seule voie. Ce podcast est rendu possible grâce au label Copilote. Le label Copilote, qu'est-ce que c'est ? C'est une alliance de cabinets indépendants qui les accompagne dans leur développement RH, marketing, digital, commercial, bref, tout ce dont un cabinet entreprise a besoin. Récemment, ils ont lancé le Lab Recrute, un site sur lequel tu peux retrouver des cabinets labellisés Happy at Work. Si tu veux aller y jeter un œil, le lien est disponible en description. Bonne écoute! Bonjour Guillaume. Bonjour Julie. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui pour pouvoir t'interroger sur ton parcours, donc t'interviewer et on va voir tout ça ensemble. Alors aujourd'hui, on n'est pas dans un cabinet, c'est vrai que j'ai l'habitude moi d'aller plutôt dans les cabinets, mais aujourd'hui on est dans un Airbnb, donc que j'ai loué à Caen. Si je t'explique un peu comment ça va se passer, donc on va remonter au tout début, à savoir où est-ce que tu es né, dans quel cadre familial. Ensuite, on enchaînera sur, bien sûr, les études et ton profil en tant qu'étudiant. Et enfin, on verra l'aspect plutôt professionnel, savoir si tu as fait un ou plusieurs cabinets, entre autres, et pourquoi. Et donc, si on peut commencer, je te laisse juste te présenter rapidement, nous dire qui tu es, ce que tu fais aujourd'hui. Alors, moi je suis Guillaume Le Renard, j'ai 35 ans au mois d'octobre. Je suis du Bocage, à côté de Villers-Bocage, Aulnay-sur-Odon. Et j'ai toujours vécu là-bas à titre personnel. J'ai juste fait une petite passe de 3 ans avec ma conjointe sur Caen à la fin de nos études. Mais du coup, je suis revenu directement au Vivier plus tard. Et j'ai décidé à terme de me réinstaller à côté de chez moi pour avoir un meilleur confort personnel et professionnel. Et tu es expert comptable ? Et je suis expert comptable où je me suis installé à Aulnay-sur-Odon. J'ai ouvert mon cabinet le 1er juillet 2020. Donc ça va bientôt faire 2 ans. Et vous êtes combien ? Nous sommes arrivés à 4 salariés plus moi, plus une personne en sous-traitance du service social et une 5e personne nous rejoint au mois de novembre. Super, on a hâte en tout cas de découvrir comment tu es devenu expert comptable et que tu as pu construire cette petite équipe. Donc si on revient au tout début, est-ce que tu peux nous expliquer où est-ce que tu es né ? Oui, alors moi je suis un enfant du Bocage, dans le Calvados. Je suis né à Aulnay-sur-Odon en 1987. Mes parents, ma maman était banquière, donc elle a fait, on va dire, 43 ans sur 45 au Crédit Agricole de Villers-Bocage, et mon papa était cheminot, agent d'accueil à la SNCF à Caen. Donc ils ont eu leur maison sur Villers-Bocage. Moi j'ai grandi à Villers-Bocage. J'ai joué au foot à Villers-Bocage. Je suis parti à l'âge de 15 ans dans un autre club à Cagnes pour suivre des amis. Et ensuite, du coup, moi je suis parti faire mes études sur Caen, à partir du collège, le lycée. À la fin du bac, je suis parti sur Laval pour pouvoir faire le DCG. Et à la fin de mon DCG, j'ai été embauché dans le cabinet où j'ai fait mes stages de DCG pour faire le DSCG en apprentissage. Et après, je suis revenu pour mon CDI dans le cabinet où j'ai fait tout mon apprentissage et tous mes stages, être embauché et pour lancer le DEC après avec eux. Et tu as des frères et sœurs ? Alors j'ai une sœur qui est née en 1995 et qui est infirmière à côté de Rennes, où elle s'est lancée en libéral. Ok, et du coup, tu étais plutôt quel type d'enfant ? Toi, tu étais sage, tu étais turbulent ? J'ai toujours été un enfant sage et dans mon coin à être tranquille. Ok, donc tu jouais pas trop avec ta sœur ? Avec ma sœur, déjà, on avait 7 ans d'écart, donc on n'avait pas forcément les mêmes jeux. On a eu une passion commune, le foot.
Donc quand moi je suis parti à Laval pour passer du temps avec elle les week-ends, du coup j'ai aussi été entraîneur elle avait un entraîneur principal et moi j'étais avec lui les week-ends pour l'aider et du coup ça m'a permis de passer tous mes samedis avec ma sœur. Mais sinon du fait de nos écarts, on a toujours eu un décalage du coup dans nos vies. Pas de complicité, mais de par les événements. Quand moi j'étais en études, fin d'adolescence, études, elle était encore petite. Quand elle s'est retrouvée étudiante, moi j'étais déjà arrivé dans la vie professionnelle. Et quand elle a découvert la vie professionnelle, nous on était déjà on avait déjà des enfants, tout ça. Donc on a toujours eu un décalage dans notre évolution. Chose qu'on a comblée maintenant, vu qu'elle a aussi des enfants. Et niveau scolaire, du coup, où est-ce que tu te situais dans la classe? Alors dans la classe, comment dire, j'ai toujours eu des remarques comme quoi j'étais bavard. Sinon, j'ai toujours été sage, discret, toujours à travailler pendant l'école, mais toujours être très tête en l'air et oublier mes leçons, oublier mes cahiers à l'école. Donc souvent, on allait appeler mes autres camarades de classe pour avoir les leçons, mais sinon très sage quand même dans l'ensemble. Du coup, niveau notes, c'était plutôt dans les très bons, dans les moyens. Tu te situais où dans la classe? Alors j'ai toujours été entre les moyens et les très bons. Disons que quand je pouvais avoir une bonne note sans le faire, ça me suffisait. Je me suis toujours euh, la suffisance a toujours été un peu mon point fort à l'école et d'ailleurs j'ai jamais augmenté ma moyenne. Dans ma vie à l'école. Alors si en primaire, où là, on a été plus des 15, 16, 17 de moyenne, mais pas forcément au-delà. Et à partir du moment où j'ai intégré le collège et où j'ai dû travailler tout seul sans mes parents, au final, j'étais à 13, 14 au collège et après, je suis resté à 12 tout le reste de ma scolarité, mais toujours en faisant je pense que le minimum me suffisait. Après, c'est déjà bien, 12-13. Quelle était la réaction de tes parents? Est-ce qu'ils te poussaient à avoir plus ou pas du tout? Ça a toujours été un très grand débat entre nous. Euh, il voulait toujours plus, mais vu que moi, le minimum me suffisait et que c'est moi qui travaillais, je pouvais rester devant mes leçons chez moi. C'est pas pour ça que je travaillais pour autant, en fait. Ok, et du coup, quel métier tu voulais faire quand tu étais petit? Alors, quand j'étais petit, je voulais faire prof de sport euh, pour déjà faire du sport et pas avoir de choses à préparer à côté. Au final, donc j'aurais pu aller J'étais pris dans un lycée, mais j'ai eu un problème pour passer entre la troisième et la seconde où ma prof principale ne m'a jamais laissé passer. Elle a tout fait pour bloquer le passage. Donc vu qu'il était hors de question de redoubler, j'ai été en BEP comptabilité où là la directrice du coup ne voulait pas me prendre. C'était Madame Fischer à Saint-Ursule-à-Caen. Elle n'a jamais voulu me prendre parce que du coup j'avais rien à faire en BEP. Donc du coup elle m'a quand même pris, mais avec l'obligation d'aller faire un bac technologique et d'après aller en BTS comptabilité si ce cursus-là me plaisait, et chose qui a été fait parce que du coup j'ai tout intégré, j'ai suivi le parcours en fait. Oui, parce que tu avais quand même 12-13 de moyenne. Donc en fait, si la directrice du BEP ne voulait pas te prendre, c'est parce que pour elle, tu avais un niveau plus élevé, c'est ça? Oui, exactement. En fait, je me suis retrouvé à avoir le collège qui me laissait pas passer parce que pour eux j'étais pas prêt à être en seconde, que j'avais pas envie de travailler. Le lycée voulait bien me prendre parce que pour eux c'était juste une question de motivation et le BEP ne voulait pas me prendre de leur côté dans le sens où c'était une perte de temps de venir en BEP. Donc du coup, vu que j'avais fait un stage dans les assurances en troisième sur Villers-Bocage, ça m'a plu, donc j'ai dit je vais partir en BEP tertiaire. Et là, comment ça se passe alors dans le BEP? Et en BEP, du coup, le BEP tertiaire, c'est un BEP axé que comptabilité. Euh, la logique de la double partie, de la contrepartie est arrivée très rapidement. Ça m'a plu, j'ai trouvé ça facile. Et ainsi, par la suite, je me suis retrouvé dans une classe de sportifs de très haut niveau. Donc l'exception, c'était un peu moi dans la classe parce que je ne faisais pas du sport à haut niveau, voire même plutôt au niveau
dernier niveau national, donc on était un peu les opposés dans le sport. Mais au niveau des cours, du coup, moi j'avais des horaires aménagés, donc je quittais tous les jours à 15 heures. Donc j'étais chez moi très rapidement, à ne rien avoir à faire parce que du coup, j'avais le temps de tout faire en cours et à avoir des très bonnes moyennes. Donc là, pour une fois, mes parents étaient contents de moi parce que j'avais toujours des très très bonnes moyennes. Donc c'était agréable, on ne faisait rien en ayant des très bonnes notes. Et du coup, là, tu découvres la compta et ça te plaît? Exactement, donc j'ai découvert la compta, j'ai fait mes premiers stages en comptabilité en entreprise. Et à partir de là, après, j'ai décidé de continuer dans le bac technologique. Et après le bac technologique, j'ai intégré le BTS. Et comment tu as trouvé tes stages, du coup? Tu les avais fait en entreprise et pas en cabinet, c'est ça? Exactement, j'ai fait mon stage de BEP en entreprise. Par contre, mon stage de BTS, je les ai fait dans un cabinet de Marc Dujardin à Louvigny. Et cabinet que je suis resté jusqu'à temps que je m'installe en fait. Ok, donc là, du coup, tu étais en BEP, juste pour resituer un peu. Quand on fait un BEP, du coup, après, il faut forcément passer par le bac. Alors, en fait, le BEP, la logique, c'est de faire un BEP, un bac pro, et après de partir dans la vie active. Généralement, certains font aussi que le BEP, notamment dans les métiers très manuels, boulangerie, tout ça, où il faut faire BEP, BP, donc l'équivalent du bac pro, et ensuite le brevet de maîtrise pour être prof, justement, dans les métiers de l'artisanat. Nous, dans le tertiaire, du coup, il y avait uniquement le BEP et le bac pro. Donc le BEP était en 2 ans et le bac pro était aussi en 2 ans. Donc ça nous faisait un bac entre guillemets en 4 ans, mais uniquement professionnel. Alors que pour intégrer le bac technologique, il y avait une classe de première adaptation, qui permettait de faire la liaison entre les cours de seconde technologique et nous de BEP, parce qu'on avait des matières professionnelles qu'on maîtrisait beaucoup plus que ceux qui étaient en seconde technologique, et des matières générales qu'on maîtrisait moins, nous, en BEP, par rapport à ceux qui étaient en seconde technologique. Donc on avait cette classe de transition, entre guillemets, et après on avait la terminale technologique aussi, et ça découlait sur le bac STT avant, et qui doit être maintenant le bac STMG ou quelque chose comme ça. Tu disais que tu avais une très bonne moyenne en BEP, et quand tu arrives en bac STT, du coup, comment ça se passe? Est-ce que ça continue comme ça? La moyenne a quand même diminué, mais étant donné que j'ai toujours fait le maximum et toujours, j'ai toujours écouté en cours. J'ai pas forcément été un grand travailleur à l'extérieur des cours, mais toujours écouté en cours. Ça m'a suffi pour avoir des moyennes très, très convenables. Et donc, tu obtiens ton bac du premier coup? Exactement. Mention assez bien. Et donc après, il faut choisir sa voie, comme tu le disais un peu tout à l'heure. Pour toi, c'était un peu l'évidence, le BTS? Exactement. Donc j'ai hésité entre faire un BTS et un BTS comptabilité et un IUT GEA. Mais du coup, l'IUT était beaucoup plus avec des cours en amphi, des cours pas déstructurés, mais moins accompagnés. Et ce type de profil, c'était pas fait pour moi. En fait, il fallait mieux que je sois toujours dans une classe avec des professeurs à écouter tout le temps, plutôt que d'être en autonomie encore. L'autonomie n'était pas encore forcément pour moi quelque chose d'important pour que je puisse avancer dans mes cours. Et donc à ce moment-là, quand tu es en BTS, tu te dis que tu vas passer ton BTS et que tu vas travailler directement après, ou est-ce que tu as déjà en tête le fait d'aller plus loin? Non, parce que là, c'était vraiment, si je rentrais dans un cursus, c'était vraiment pour aller au bout. J'avais réfléchi un peu à aller en mode, à partir de la terminale, d'intégrer une prépa HEC. J'avais commencé à faire toutes les démarches, mais forcément avec ma motivation, mon envie de me satisfaire du minimum, la prépa était un trop gros cap pour moi en termes de travail et d'investissement après, alors que j'avais déjà ma vie, une vie, on va dire, sociale déjà occupée avec le foot, les copains. Donc j'avais pas, à l'époque, je voulais pas du tout, il était hors de question de sacrifier un peu tout ce côté-là, festif, amical, les amis, tout, euh, pour pouvoir aller dans une prépa où là, j'aurais plus de vie sociale en fait. Donc là, quand tu rentres en BTS, tu te dis, je veux aller jusqu'au DEC du coup. Alors le deck, c'était encore quelque chose
D'être expert comptable, oui. D'aller jusqu'au DEC, étant donné qu'on n'a pas encore toutes les visions du diplôme. Il y avait encore, nous, c'était, c'était le DECF, le DESCF. Euh, j'ai d'abord voulu faire les étapes et j'ai pris chaque étape une par une, sachant que le but c'était d'aller au bout. Et d'être expert comptable, à l'époque, on ne savait pas qu'il fallait forcément que le titre du DEC ou autre chose, mais le but était vraiment d'aller au bout. Et donc le BTS, c'était un choix de le faire en initial ou tu pouvais peut-être pas le faire en alternance? Là, oui, la question ne se posait pas. En fait, j'avais déjà le cabinet où je pouvais faire mes stages, Marc Dujardin. L'école, j'avais pas de problème à l'école, donc le fait d'être en continu pour l'instant, je m'étais pas posé de questions à côté en fait. Et pareil, là, du coup, quand tu arrives en BTS au niveau des notes, tu te retrouves peut-être avec des personnes qui viennent de général et qui, eux, n'ont pas de base en comptabilité. Comment ça se passe? Alors là, du coup, je me suis retrouvé encore dans la même situation que quand je suis arrivé de BEP pour le bac technologique. Ça veut dire que du coup, on avait des acquis, nous, en venant de bac technologique supérieur à ceux qui venaient de bac généraux. Mais par contre, ceux qui venaient de bac généraux avaient des méthodes de travail et des facilités pour, du coup, acquérir les connaissances qui leur manquaient, qui étaient beaucoup plus rapides que les nôtres, en fait. Donc, étant donné que moi, j'ai toujours eu la logique comptable et j'ai toujours eu aucun problème à tout comprendre, au final, on a toujours eu des très bonnes notes et on a toujours eu des très bons résultats. Enfin, moi, j'ai toujours eu des très bons résultats dans la partie professionnelle, toutes les parties comptables. Les matières générales, étant donné où on n'était pas non plus dans des bacs scientifiques ou en termes de compétences, j'ai envie de dire que ceux qui venaient d'un bac S n'avaient pas forcément, ils avaient des connaissances, mais on va dire qu'ils exploitaient peut-être qu'à 50% ou peut-être qu'à 10% vraiment dans le diplôme, parce qu'à part les lois de Wilson, les lois normales, on voit que ça qui pourrait être vraiment qu'on a très matheux, mais après le reste de la compta, ça reste de la logique, des plus, des moins, des additions, des divisions, des pourcentages, mais on fait un peu le tour vite fait avec ça. Donc à partir de là, on n'a pas eu, alors on a eu des gros écarts dans la classe entre ceux qui, du coup, étaient déjà un peu limite en termes de comptabilité et ceux qui venaient des matières professionnelles, des matières générales plutôt, des bacs S ou des bacs ES, mais qui, eux n'ont pas forcément compris la logique de la comptabilité. Euh, En fait, on avait plutôt deux groupes, c'est-à-dire ce groupe-là, ceux qui n'avaient pas assimilé soit les matières générales ou soit les matières professionnelles. Mais après, on avait un autre groupe où tout le monde comprenait tout et les écarts avaient plus ou moins été rattrapés, quoi. Donc là, justement, tu dois faire des stages. Est-ce que tu les refais au même endroit? Alors là, c'est mes premiers stages que j'ai fait justement dans le cabinet d'expertise comptable de Marc Dujardin. Mes précédents stages, c'était en BEP et là, c'était dans une entreprise. Et comment tu trouves ces stages? C'était une personne que tu connaissais? Alors du coup, c'était ma maman qui connaissait très bien Marc Dujardin parce qu'il était aussi de Cagnes, à côté de chez moi. Et ce stage-là m'a vraiment permis de découvrir tout un monde relationnel du chiffre que je ne connaissais pas, parce que nous, on avait uniquement la partie école, où on faisait que des écritures, que des calculs et tout. Et étant donné qu'ils avaient des collaborateurs qui allaient énormément en déplacement et tout à l'époque, et bah, du coup, moi, j'ai passé mes stages à faire beaucoup de déplacements, à faire beaucoup de comptas, à être dans des équipes très agréables, très sympas. Et du coup, ça m'a vraiment là donné le déclic de dire j'irai au bout. Ok, et du coup, est-ce que tu avais passé uniquement du temps avec les collaborateurs ou peut-être aussi avec l'expert comptable? Ah, j'ai passé du temps avec tout le monde en fait. C'était un cabinet, ils étaient 6 à l'époque. Ils étaient arrivés à 35 en 2018, au moment où il a vendu. Mais quand moi j'ai commencé, j'ai travaillé avec tous les collaborateurs. Il n'y avait pas encore de service social à l'époque, mais j'ai travaillé avec tous les collaborateurs. Les responsables des stations-service m'ont aussi emmené en déplacement avec eux. Donc on partait à la journée, des fois plusieurs fois par semaine. Et là, le côté relationnel a toute son importance. Et donc, tu valides ton BTS? Oui, exactement.
En 2008, je valide le BTS. Et donc après, c'est une évidence pour toi d'aller en DCG parce qu'en soi, je crois qu'on peut aussi faire des licences professionnelles ou ce genre de choses. Oui, alors exactement. Alors du coup, je suis parti faire J'en ai discuté. J'avais fait avec Marc Dujardin, on en avait discuté pour pouvoir faire. Là, à l'époque, je voulais presque rentrer en continu, mais le temps de faire toutes les démarches et tout, au dernier moment, j'ai dû aller à Laval faire mon diplôme parce que, étant donné que je venais du lycée Sainte-Ursule, le DCG à l'époque à Caen se faisait uniquement à Rostand en partie. Et pour pouvoir intégrer Rostand, ils avaient déjà eux leur bac technologique, non, leur bac généraux qui intégrait directement le, le DCG. Donc pour aller après le BTS, pour intégrer le DCG2, c'était soit DCG1, mais du coup là ils favorisaient ceux qui venaient déjà de DCG1 de l'école de Rostand, ce qui est logique, ou alors ils prenaient les BTS, mais ils prenaient les BTS qui venaient aussi de Rostand en priorité. Donc la porte était un peu plus dure à rentrer. Le temps de s'apercevoir tout ça, j'ai décidé de partir faire le DCG à Laval, où moi, 2 collaborateurs du cabinet de Marc Dujardin avaient été, eux, à Laval. Donc en discutant avec lui, il m'a recommandé Laval, donc je suis parti là-bas. Et du coup, là, est-ce que ça change au niveau de la charge de travail parce que c'était peut-être différent de ce que tu avais connu avant? Alors, étonnamment, tout le monde m'avait dit qu'il y avait une grande passerelle du BTS, mais encore une fois, vu que j'ai toujours compris la compta, j'ai toujours écouté en cours, donc en fait, le simple fait d'écouter m'a suffi à toujours acquérir les compétences du diplôme. Donc, j'ai pas le DCG à Laval ne m'a pas demandé plus de travail que ça en fait. Ok. Donc, je pense que peut-être c'était lié à notre logique et aussi à force de faire de la compta, on avait quand même des notes d'équivalence, on avait quand même des apports qui ont été faits. Mais peut-être la matière la plus dure, c'était le droit des sociétés où là, il y a quand même besoin d'apprendre par cœur. Alors, j'ai toujours été quelqu'un qui a eu du mal à apprendre par cœur. J'ai jamais été fait pour apprendre par cœur. Si je ne comprends pas, je ne pouvais pas apprendre. Donc, c'est aussi pour ça que tout mon diplôme au niveau de la finance, au niveau de la comptabilité, au niveau de la fiscalité, c'est beaucoup de compréhension. Euh, ça s'analyse, ça s'apprend beaucoup plus vite du coup pour moi. Oui, c'est vrai que les matières de droit, c'est un peu plus des matières par cœur, donc c'est peut-être là que tu étais un peu moins bon. Le droit des sociétés était la matière que j'ai pas eu la première année de DCG 2 et du coup que j'ai revalidé en DCG 3. Ok, donc tu as quand même validé ton DCG en 2 ans. Oui, c'est ça. En fait, le DCG a été validé au bout du cursus à la fin de ma 3e année, mais par contre, il y a une matière que j'ai dû repasser l'année d'après. Et contrairement au DSCG où là, le droit, du coup, on est plus dans une phase, même si on est toujours dans du droit, on est plus dans des phases de réflexion, d'analyse, plutôt que dans le droit des sociétés où on était vraiment à l'extrême en du par cœur pur. Le DSCG était beaucoup plus axé sur la réflexion. Donc encore une fois, malgré la réflexion, il y a beaucoup de compréhension en amont et vu que j'ai toujours écouté et compris, notamment dans la partie pratique, tout ce que j'apprenais, ça n'a pas forcément non plus demandé une grosse masse de travail. Et ton DSCG, du coup, tu l'as fait en initial, en alternance? Alors le DSCG, par contre, nous à l'époque, il pouvait se faire uniquement en alternance. La seule école qui proposait en Bretagne, je crois, en initiale, fallait aller à... Je crois qu'il y en avait peut-être une à Rennes et une à Nantes, où c'était fait en 16 mois, je crois, ou 18 mois sur Nantes. Mais là, ça commençait à faire encore changer de région et tout. Mais du coup, je me suis retrouvé à Laval. Ça me correspondait bien. C'était une semaine par mois. J'étais 3 semaines en entreprise et une semaine à Laval. Donc, ça me permettait de voir mes amis à Laval et d'être 3 semaines chez moi. Et du coup, tu as fait ton alternance dans le cabinet Marc Dujardin, c'est ça? Exactement. Je suis toujours resté chez mon cabinet, chez Marc Dujardin. Et quelles étaient tes missions, justement, quand tu étais en alternance? Alors, vu qu'ils avaient des spécificités à station-service, j'ai dû mettre en place toute une série de commentaires, d'analyses de tableaux de bord qui étaient déjà faits, mais qu'on a mis en place sur des macros Excel. Donc ça, c'était ma première grosse mission. Ma deuxième grosse mission, c'était
On a allégé le service social le temps qu'il recrute du monde. Donc j'ai fait tout le cycle social, les formations continues, les textes d'apprentissage, les DADS, les bulletins de paie, les contrats. Donc c'était quelque chose qui n'était pas passionnant au début, mais qui s'est avéré très enrichissant parce que on s'aperçoit que beaucoup de personnes ne maîtrisent plus maintenant le cycle social et à partir du moment où j'ai cette compétence-là de regarder des livres de paye. Alors même si beaucoup de choses évoluent tout le temps, les taux changent et tout ça, mais la base restera la même et ça, je suis assez content de l'avoir fait au tout début de mon apprentissage. Donc ça, c'est peut-être quelque chose que tu conseillerais à nos auditeurs, de faire de la paye peut-être pour pouvoir après mieux analyser les comptes, etc. Complètement, parce qu'on sait que la paye de nos jours, ça devient un sujet très complexe. D'ailleurs, beaucoup d'experts comptables sous-traitent ou délaissent entre guillemets la paye directement à des avocats en interne ou à des responsables sociaux en interne, mais ne s'en occupent pas et font beaucoup confiance. Ce que je comprends, parce que moi le premier, je travaille avec une sous-traitante spécialisée en paye, mais par contre, ça reste quand même une grande part de risque. Le jour où il y a un problème et que personne n'a fait attention, c'est là que ça peut exploser. Donc il faut rester vigilant et notamment à faire les pointages de la paye qui des fois avec les écarts de livre de paye ou les écarts peuvent se révéler rapidement dans une comptabilité. Si le collaborateur n'effectue pas les simples lettrages de ces livres de paye-là tous les mois, euh, c'est un risque qu'on peut éviter assez rapidement de par l'analyse des écarts. Ok, et du coup, côté études, c'est pareil, est-ce que le DSCG, tu l'as validé en 2 ans? Oui, le DSCG, je l'ai validé, non, je l'ai validé en 3 ans parce que j'avais une épreuve que j'avais la première année du DSCG. Nous, à Laval, c'était le droit, la comptabilité et la finance. Donc, j'ai validé le droit et la comptabilité, pareil, facilement. Par Alors que contre, pourtant, c'est les deux les plus durs, mais toi, tu les as exactement, validés facilement. exactement, alors que pourtant, la finance, je suis tombé sur un sujet où là, j'ai eu 3. Donc, notes éliminatoires. Donc, le problème était réglé. Mais je suis tombé sur le trading haute fréquence. J'avais jamais entendu parler de cette façon de voir la bourse avec le trading haute fréquence. Donc du coup, j'ai loupé l'étape de la dissertation sur ce sujet-là. J'ai même pas essayé d'écrire quelque chose parce que là, ça servait à rien. Et quand j'en ai parlé à mon patron, je me souviendrai toujours d'une anecdote, c'est que le lendemain passe un article dans l'Ouest France sur le trading haute fréquence. Et il m'a dit, tu vois Guillaume, le trading haute fréquence, tout le monde est capable d'en parler, ça passe dans l'Ouest France. Et la finance, du coup, tu l'as pas repassé en deuxième année? Donc je l'ai pas repassé en deuxième année et du coup je l'ai repassé en candidat libre l'année d'après. Je préférais me focaliser sur les autres épreuves du DSCG plutôt que de partir à tout réviser. Je me suis juste concentré sur les épreuves de deuxième année et après j'ai passé la finance toute seule l'année d'après. Et du coup, tu as attendu quand même d'avoir ton DSCG pour t'inscrire au stage, parce que tu sais qu'on n'est pas obligé d'attendre d'avoir validé le DSCG pour s'inscrire. Pour moi, il est pas logique d'aller s'inscrire dans un nouveau diplôme alors qu'on n'a pas fini le diplôme en cours. Euh, quand on joue sur tous les tableaux, à un moment donné, ça le fait pas. Enfin, c'est mon point de vue. Et du coup, moi, c'était d'abord, je validais mon DSCG final. Comme ça, j'étais tranquille, diplôme validé, plutôt que de jouer sur les deux tableaux et à la fin de tout louper, quoi. On a vu beaucoup, nous, de suspensions dans ma deuxième. Une fois que je me suis lancé dans le deck, dans la promo de deuxième année, on en a vu beaucoup se voir suspendre le stage, voire même à terme annuler parce qu'ils sont jamais relancés dedans, mais beaucoup se faire suspendre parce qu'il leur manquait des épreuves de DSCG. Ok, donc là, du coup, tu es, en cabinet, donc tu arrives en CDI. Exactement. Et est-ce que tes missions changent à ce moment-là? Non, là, mes missions, c'était de gérer mon portefeuille de dossiers. Et là, au fur et à mesure, donc on avait des grandes autonomies. On allait de la lettre de mission validée par l'expert comptable quand même, au bilan validé par l'expert comptable, ainsi que la présence à l'Assemblée générale, nous-mêmes en tant qu'en présence. Donc on était assez autonome. C'était peut-être une des particularités de notre cabinet aussi.
c'est un cadre qui peut être assez compliqué parce que quand on sort des études, se retrouver en autonomie, c'est vite fait très compliqué parce qu'il y a des mots comme le RSI qu'on n'a jamais entendu parler à l'école. Tout un tas de termes qu'on n'évoque jamais à l'école et qu'on ne connaît pas l'existence. Et pour autant, en cabinet, c'est les principaux soucis des fois des clients, les principaux questionnements, des sujets que personne ne veut faire. Donc, je me suis retrouvé plusieurs fois avec Marc à gérer les RSI des clients. Donc, c'est simple, c'est drôle au début, mais ça devient vite fait on va dire en kikinant, d'être avec des organismes où la communication à l'époque était assez compliquée. Euh, c'est vrai que maintenant on trouve que tout s'améliore quand même beaucoup dans ces organismes-là, donc c'est moins en kikinant, on va dire. Donc là, tu valides ton DSCG. Est-ce que tu attends un peu pour t'inscrire au stage ou pas? Non, dès que le DSCG a été validé, je me suis inscrit l'année d'après. Et comment tu as vécu ta période de stage? Est-ce que tes missions, elles ont évolué au sein du cabinet? Non, les missions n'ont pas évolué au niveau du cabinet. J'ai par contre, pour pouvoir intégrer le stage où il faut des heures de commissariat au compte, et étant donné qu'on ne faisait pas de commissariat au compte dans le cabinet de Marc, j'ai dû aller chez un confrère, Éric Douchin, pour effectuer mes heures de commissariat au compte. Et je le remercie beaucoup parce que il m'a pas juste fait faire du commissariat au compte classique, il m'a emmené toujours sur des sujets et sur des dossiers qui sont très intéressants ou des choses on- des choses atypiques, que des dossiers atypiques et d'une grande richesse en termes de comités, d'associations, de sociétés anonymes. Et du coup, c'était très enrichissant d'un point de vue métier, mais pas forcément au niveau pas au niveau de la forme, mais au niveau des inventaires, au niveau des missions ponctuelles, au niveau tout l'accompagnement du dossier a été très riche. Après, j'ai pu faire de la forme de commissariat au compte, mais sur des dossiers, aller, on va dire, peut-être un peu plus classiques pour vraiment avoir un aboutissement, parce que 200 heures en commissariat au compte, comme ça, de façon déléguée, c'est pas forcément évident non plus à les caser, et de faire un dossier de A à Z n'est pas forcément le plus simple avec l'autre cabinet sur lequel on jongle à 2 emplois du temps en fait. Et du coup, toi, tu avais vraiment la volonté de vouloir avoir la casquette de commissaire aux comptes parce qu'en fait, on n'est pas obligé d'avoir le titre de CAC finalement. Alors on n'est pas obligé, mais on a quand même 200 heures Non, on bah a en quand même fait, t'es pas obligé de faire tes heures de commissaire aux comptes. C'est si tu veux avoir la double casquette d'expert comptable et de commissaire aux comptes, il faut faire les 200 heures, mais en soi, sinon, on n'est pas obligé de faire ses heures de CAC. Du coup, nous c'était toujours. En fait, on se posait pas la question. C'était un diplôme avec 200 heures de CAC. En fait, on faisait les 200 heures de CAC pour valider le diplôme. Et du coup, pendant ton stage, est-ce que tu avais peut-être une équipe à gérer ou des personnes sous ta responsabilité? Alors, jamais eu entre guillemets d'équipe à gérer. Nous, au cabinet, chez Marc, c'était plutôt de la confiance, des portefeuilles qui étaient un peu dispatchés. Mais en fait, quand on avait des apprentis, des collaborateurs, ils étaient attitrés en fonction de la demande des dossiers. Mais il n'y avait pas de. Enfin, moi, avec mes collaborateurs, j'avais pas forcément de lien hiérarchique. J'étais pas le chef de telle personne ou le responsable de telle personne. En fait, chacun faisait son travail. Le but, c'était que les dossiers soient faits. Donc, j'ai jamais été encadrant d'une équipe ou autre de façon inscrite dans un contrat de travail. C'était vraiment des collègues qui ont évolué comme moi et du coup pour lesquels on se répartissait les dossiers, mais à aucun moment moi j'avais une supériorité sur mes collègues. Et du coup, quand tu finis tes 3 ans de stage, comment ça se passe? Est-ce que tu passes tes épreuves directement? Alors j'ai d'abord passé en avril 2018 les 2 épreuves écrites. Donc là, moi, je venais d'avoir mon attestation de fin de stage, donc j'ai décidé de passer les épreuves pour les tenter, pour voir comment était l'épreuve, pour me rendre compte de la difficulté et me rendre compte aussi de la masse de travail que j'allais devoir fournir par la suite. Et là, j'ai eu l'agréable surprise d'aller à l'épreuve d'avril 2018 euh, avec ma valise de mes manteaux, un peu comme tout le monde. J'avais que celle-là, par contre. Et du coup, je suis tombé sur un sujet qui devait être intéressant pour moi et qui a dû me
me plaire parce que j'ai eu 11,5 la comptabilité, la révision, l'épreuve de révision. Et par contre, j'avais pas eu la déonto, mais pour un coup d'essai, c'était plutôt pas mal. Oui, c'est ça, parce que en fait, la révision, c'est l'épreuve qui est réputée comme étant la plus difficile sur les 2 écrits en tout cas. Et oui, bah encore une fois, du coup, je pense que c'est peut-être le côté réflexion, compréhension qui fait que c'est peut-être pour moi du coup des épreuves qui sont peut-être entre guillemets plus faciles pour moi et qui des épreuves par cœur avec des QCM, des questions à double sens ou des, euh, des, des réponses ambiguës à indiquer qui se retrouvent plus compliquées pour moi à gérer, de devoir me remettre en doute, devoir réfléchir sur 4 lignes, alors qu'au final, on a sûrement la réponse en tête, mais on se pose trop de questions quand on a le choix, en fait. Du coup, tu décides de repasser la déonto directement après? Exactement, donc j'avais déjà étant donné que j'avais validé la révision, il me restait l'épreuve de déonto. Le mémoire, j'en parlais pas parce qu'à l'époque, j'avais pas du tout encore commencé ma demande d'agrément. Et là, du coup, on est parti avec ma famille dans une zone où on n'avait pas internet, pas de télé pour pouvoir réviser. Et du coup, j'ai bachoté pendant 3 jours la déontologie et j'ai été passer l'épreuve et du coup, je l'ai eu. Et comment ça se passait quand tu bachotais? Parce que je crois que tu avais déjà des enfants à l'époque, donc comment tu t'organisais? Exactement. Alors, du coup, on avait un rythme assez chiant pour profiter ou appeler ça des vacances. Mais avant le réveil des enfants, je me levais pour lire la déonto. Pendant les siestes, je lisais la déonto le matin. Après la sieste de l'après-midi, je relisais la déonto. Et pendant la sieste, quand tout le monde était couché le soir, je relisais la déonto. Donc en fait, les gens dormaient, je lisais la déonto. Du coup, tu valides la déonto. Comment ça se passe après? Parce qu'il te reste plus que le mémoire. Est-ce que tu avais déjà ton thème? Alors j'avais déjà mon thème. Moi, c'était comment optimiser un contrat de coproduction dans les festivals de musique. Non, comment optimiser les festivals de musique à travers un contrat de coproduction entre une société commerciale et une association. Donc, c'est un thème un peu complexe, mais très intéressant. Le principe, c'est d'avoir du mécénat, du bénévolat et aussi d'avoir un côté patrimonial avec la société commerciale, sachant que les deux ne sont pas faits de façon directe, parce que ça ne serait pas possible. Donc du coup, c'est le contrat de coproduction qui permet de tout lier. Donc c'est un sujet très intéressant. J'ai dû interviewer tout un nombre de dirigeants de festivals, plusieurs experts comptables sur le sujet. Je me souviens d'Aurélien Guinard qui était sur Paris, qui avait pris le temps de passer 2 heures au téléphone avec moi pour pouvoir m'évoquer ces différents cas, ces problématiques, les contentieux avec les impôts. Idem avec un avocat sur Caen, donc 2 avocats, celui d'un de mes clients et aussi un autre qui lui avait géré un très gros contentieux avec aussi un festival au niveau de l'URSSAF et au niveau du mécénat. Donc du coup c'était très riche, très intéressant. Et le fait des festivals de musique, et c'est aussi un thème sympa, on sort un peu du cadre des dossiers PME, artisans, qui sont intéressants dans la vie de tous les jours, mais on n'a pas le côté convivial, festif, agréable des festivals de musique en fait. Donc là, tu fais ta demande d'agrément et qu'est-ce qui se passe après? La demande d'agrément, du coup, après l'avoir fait, j'avais fait intervenir Bruno Delustal d'Objectif Deck parce que du coup j'avais eu ma demande d'agrément, mais je la trouvais pas assez. Je la trouvais classique, alors qu'au final j'avais tout le contenu, je la trouvais qui était intéressant pour moi, mais je la trouvais classique et il m'a dit qu'il me manquait un peu une mise en valeur, donc j'ai retravaillé dessus. Tu peux expliquer du coup Bruno Delustal, qu'est-ce qu'il fait? Bruno Delustal, c'est un expert comptable qui a été diplômé, qui travaille maintenant en banque, je crois, mais qui a créé Objectif Deck et qui aide les experts comptables stagiaires du coup à obtenir le deck. Et il est aussi coach pour les mémoires des experts comptables stagiaires, notamment pour les accompagner, alors soit de A à Z, ou soit sur des points ponctuels de leur mémoire. Et moi, du coup, je l'ai fait intervenir pour ma demande d'agrément.
Et à partir de là, donc j'ai déposé la demande d'agrément et donc elle est revenue avec un 4-3. Tu peux expliquer ce que c'est 4-3? Le 4-3, c'est les fameuses notes qu'on a, c'est 4-1, 4-2, 4-3. 4-1, c'est un sujet qui est validé par le correcteur. Donc il y a un 4-1 classique sans remarque. Donc là, ça s'apparente un peu plus dur parce qu'on n'a plus le droit de rien changer du tout dans le mémoire. Un 4-1 avec des remarques, ça veut dire que là, il suffit d'intégrer les... Enfin, il faut intégrer les remarques des examinateurs et sachant qu'il y a des grandes chances d'être interrogé dessus le jour du mémoire parce que pour voir si on a bien intégré leurs remarques ou pas. Un 4-2, donc là, c'est un mémoire qui est un peu, entre guillemets, en balance. Soit le thème est à revoir, soit une partie du mémoire est à revoir, mais le sujet n'est pas rejeté. Et 4-3, bah là, le sujet est complètement rejeté. Ça veut dire qu'en gros, il faut recommencer soit un autre thème, soit un autre mémoire. Mais du coup, voilà. Et moi, quand je reçois la demande d'agrément, je reçois un 4-3. Et quand je lis toute la demande d'agrément, je m'aperçois qu'au final, aucune remarque n'est négative et que l'examinateur trouve le sujet très intéressant. Donc là, j'appelle Bruno. Je lui dis, dans 3 jours, je dois redéposer une nouvelle demande, mais je ne comprends pas parce que c'est un 4-3. Ça m'a un peu paniqué et Bruno me dit, bah, je crois que c'est l'examinateur qui s'est trompé dans la note, dans la case qui a été cochée. Donc il me dit de renvoyer un mail à l'examinateur pour lui dire qu'il s'est trompé. Je lui dis, t'es malade? Et au final, il me dit, on fait comme ça, on renvoie ce type de mail-là. Et on a renvoyé le mail et l'examinateur m'a dit qu'il avait fait une erreur avec sa plume et qu'il allait reprendre sa plus belle plume pour remettre bien le 4-1 qui était bon et qu'on avait rendez-vous au mois de novembre pour l'oral. Ah, c'est cool. Et du coup, à ce moment-là, tu n'avais pas du tout commencé à rédiger? Disons que j'avais déjà commencé un petit peu à connaître les interviews que j'allais faire, les personnes que j'allais interroger, parce que j'avais déjà envoyé juste des mails pour pré-réserver un petit peu des dates, des créneaux ou des plannings avec les gens sur le mois de juin. Mais c'est tout, et il fallait que je fasse un benchmark de tous les festivals de musique. Donc là, j'avais sous-estimé un peu le temps que prenait un benchmark, étant donné que moi, j'en ai pas trop fait dans ma vie. Euh, et du coup, j'ai dû à un moment donné me dire que je diminuais un peu mon panel parce qu'il était déjà assez grand, trop grand avec tout le monde, et je l'ai remis à déjà grand pour moi à ce moment-là, pour avoir le panel et avoir tous les cas de festivals un peu différents. Mais c'est vrai que la masse de travail est assez importante et impressionnante. Mais c'est quand même 100 pages, du coup. C'est ça, c'est 100 pages hors annexe. Donc, moi, j'avais à peu près le même équivalent en annexe. Alors, des annexes où il y a beaucoup de rédaction, des annexes où il y a eu des contentieux fiscaux ou autres, mais des annexes quand même. Et on ne peut pas laisser une annexe qui est inintéressante dans un sujet, en fait, dans un mémoire. Sinon, elle n'a pas sa place. Et donc, pour le deck, il y a 2 sessions. Donc, il y a une session en mai et en novembre. Donc, toi, tu voulais passer en novembre. Ça voulait Exactement. dire rendre son mémoire définitif en fin août. Donc, je crois que tu t'es gardé quelques semaines en août. Tu t'étais organisé d'une certaine manière. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, tout à fait. Bah, en fait, j'ai fait un peu le planning en sens inverse, c'est-à-dire qu'à partir du moment où moi j'étais au mois de juin, pour commencer à rédiger, il fallait que le mémoire soit envoyé de mémoire, je crois que ça devait être le 25 août, qu'il faut garder des marges de manœuvre. Je ne pouvais pas tout faire au dernier moment, c'est le meilleur moyen de complètement se planter. Donc j'ai fait le planning à l'envers, j'ai d'abord remonté le temps de pouvoir trouver une solution si jamais j'avais une coquille dans le mémoire ou une réédition ou quelque chose comme ça. Donc j'avais gardé une semaine de battement, j'avais un expert comptable relecteur par rapport à mon thème qui m'a aidé. Du coup, lui, il partait en vacances à partir du 15 août, je crois. Donc, il a dû avoir mon mémoire bien avant pour pouvoir me l'envoyer. Et je crois même qu'il a dû le finir dans l'avion et arriver en vacances la première matinée. Donc, je le remercie. C'était Eric Douchin. Et ensuite, les pages des relectures plutôt, au niveau du coup de ma conjointe et de sa maman, qui ont relié le mémoire. Et pendant qu'ils relisaient les parties, moi je corrigeais celles qu'il fallait soit remodifier, soit réécrire, soit
tout simplement reformulé. Donc à partir de là, c'était à partir du 31, en fait, début août, il fallait se garder cette marge de sécurité. Et après, tout le reste, il fallait rédiger. J'ai repris la même méthode que la déonto, sauf que là, c'était pas déonto le matin, le midi, le soir, la nuit. Là, c'était écriture le matin, pendant toutes les siestes et le soir aussi. Donc en fait, le jour de l'oral, j'ai été avec mon papa passer les trois. À chaque fois que j'étais à Paris, j'y ai toujours été avec mon papa. Tout simplement parce qu'il est à la retraite, que moi, il était hors de question d'être tout seul à l'hôtel à Paris à réviser parce que je révise jamais la veille. Je trouve que moi, ça ne me sert à rien. Donc du coup, vu que je voulais pas être tout seul, j'ai emmené mon père à chaque fois. Retraité, c'était bien pour lui, c'était bien pour moi. Et on a fait plusieurs brasseries, des bistrots. On a passé des moments sympas ensemble. Et le jour du mémoire, la veille, j'ai regardé qui était l'examinateur. Et je me suis aperçu que c'était un prof de droit qui avait écrit tous les manuels de droit du DCG, des SCG. Donc ça m'a un peu fait peur sur le moment. Mais au final, c'était quelqu'un de très sympa le lendemain. Et on a bien rigolé, on a bien discuté sur le thème. On a fait le tour un peu de plusieurs cas dans d'autres domaines que la musique. Et c'est vrai que c'est un mémoire qui peut se reporter sur d'autres domaines, en fait, pas liés qu'à la musique. Tout ce qui est, en gros, avec de l'associatif, du culturel, du sport, je pense que le modèle est duplicable. Mais toujours avec des points de vigilance à conserver. Et du coup, cet examinateur-là, on a bien rigolé, on a bien revu. Et du coup, quand je suis reparti, j'ai appris quand j'ai eu la note que du coup, ça s'était tellement bien passé que du coup, il m'avait mis 14. Ce qui est une très bonne note pour un mémoire du DEC. Oui, merci. Donc là, tu es diplômé en janvier C'est ça. du DEC. Et du coup, qu'est-ce que tu te dis ? On venait d'être acheté par deux associés, Henri Muel et Grégory Vaux. Et là, on était arrivé dans leurs locaux à Saint-Comté à la suite du rachat. Et je trouvais qu'on avait beaucoup de routes, pour aller chez eux, alors qu'au final, pour eux, c'était pas très loin parce qu'on n'était vraiment pas loin d'où on était. Mais pour moi, ça commençait à faire beaucoup avec le périph' de Caen où on a beaucoup de bouchons. Ça a toujours été c'est de plus en plus le bazar. Et du coup, j'ai décidé de me rapprocher de chez moi, de changer un peu mon mode de travail, de vie, de me rapprocher des enfants, de me rapprocher de chez moi tout simplement. Et à partir de là, la seule solution, c'était d'arrêter la route. Et en arrêtant la route, je me suis aperçu que je gagnais 1h30 par jour de temps de trajet. Étant donné que maintenant, moi, le cabinet, il est à 5 minutes de la maison. Ça me permet de déposer les enfants le matin à l'école sans garderie. Ma conjointe les récupère le soir, donc elle les récupère après la garderie, mais ils auront le temps de faire les leçons quand même à l'école. Mais on enlève presque 1 heure de garderie, ou de garde ou de temps sans les enfants, en fait, qu'on peut avoir. Et du coup, moi, je m'adapte. Des fois, je retravaille le soir à la maison ou je me lève plus tôt le matin, mais en travaillant de chez soi, c'est assez facile à faire. C'est des nouvelles possibilités. Et je pense que quand on est dans des structures plus importantes, c'est compliqué à ce que ce choix-là puisse être réalisable, déjà d'une part par rapport aux autres collègues, parce qu'à un moment donné, personne ne peut avoir de passe-droit. C'est une méthode de management qui est mise en place pour tout le monde, soit pour personne. Mais pour moi, en me mettant à leur place, je suis d'accord que c'est pas possible que ça soit réalisable pour tout le monde, en fait. À part, et là, moi, la possibilité d'avoir le deck et de pouvoir faire ça, ça a été un pas. Et d'ailleurs, je les remercie parce que quand on a discuté ensemble de mon projet, ils m'ont tout de suite accompagné. Il n'y a jamais eu de bâton dans les roues. Ça s'est fait en bonne intelligence de chaque côté. Et c'est toujours en très bonne intelligence ensemble. Et d'ailleurs, quand maintenant j'ai des missions de commissariat aux apports ou d'autres missions de CAC, j'hésite pas à les renvoyer vers eux. Et ça t'a pas fait peur justement de te dire je vais lancer un cabinet ? Il y a toujours une phase de peur et je me souviendrai d'une de leurs phrases qui m'ont dit
tu es toujours sûr de ton projet, étant donné qu'on avait appris qu'il y avait eu le Covid entre deux. C'est vrai que ça aurait pu faire peur, mais étant donné que du coup, je suis parti, j'ai racheté une partie de la clientèle que j'avais développée là-bas, des amis, de la famille, des clients proches. Donc à partir de là, j'avais pas peur. Travailler, on travaillait déjà en très grande autonomie avant, donc travailler comme ça après, ça me posait pas de problème. Et justement, vu que tu as racheté une clientèle, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe? Parce que moi, c'est vrai que j'ai appris en discutant avec notamment des experts comptables que c'est quelque chose qui se faisait, qui était en réalité courant. Mais concrètement, en fait, comment ça se passe? Alors déjà, il faut savoir que nous, on est quand même dans une profession qui est déjà réglementée. Donc la clientèle, déjà, elle appartient au cabinet qui détient la lettre de mission. Donc déjà, n'importe qui ne peut pas prendre une clientèle. Euh, D'autant plus si jamais il y a des rachats de... Si jamais, je prends l'exemple d'un collaborateur qui change de cabinet, et là, on s'aperçoit que dans le cabinet, il y a une migration, il y a une démission de clients qui partent d'un cabinet pour aller vers le même cabinet où le collaborateur est allé. Là, il faut faire attention parce que ça peut presque être un détournement de clientèle, et du coup, la première des choses à faire, généralement en tant que confrère, quand c'est comme ça serait déjà d'avertir l'ancien, enfin l'expert comptable de l'ancien expert comptable du collaborateur et de leur dire que du coup, il a été informé qu'il risquait d'y avoir quelques dossiers qui allaient arriver vers lui, et c'est de trouver une solution. Et je pense que la moindre des choses, c'est, étant donné que c'est le collaborateur qui fait migrer les dossiers, euh, pour rester, pour conserver l'éthique et la réglementation de la profession, la moindre des choses, ce serait d'aller voir l'ancien expert comptable et de lui proposer de racheter la clientèle afin de respecter les normes de la profession, tout simplement. Après, il y a toujours des choses. Je sais que l'ordre travaille énormément aussi sur tout ce qui est exercice illégal de la profession. Il y en a beaucoup. On s'en rend pas forcément compte au quotidien, mais beaucoup de gens ont des contrats à droite à gauche dans certaines TPE, PME, et au final, c'est eux qui gèrent tout et qui font les bilans. Et ça, on s'en aperçoit quand soit les impôts viennent et qui disent que les liasses ne sont pas comme il faut, ne sont pas faites comme il faut, soit les clients viennent se plaindre parce que du coup ça se passe plus bien avec du coup cette personne-là, mais sauf que cette personne-là est souvent salariée chez eux. Il y a tout un tas de cas qui se produisent avec l'exercice illégal, et là ça peut poser problème des fois, mais l'ordre dans les régions est très actif par rapport à ça. Et tu peux expliquer justement par rapport à l'exercice illégal où est la frontière justement? Alors en fait, l'exercice illégal, c'est, on va faire simple, c'est tout simplement quelqu'un qui n'a pas le diplôme d'expert comptable et qui fait pour le compte d'un client des, qui fait de la tenue de la saisie comptable et des liasses fiscales et qui établit des bilans pour le compte pour un client alors qu'il n'est lui-même pas expert comptable. Il n'y a pas de lettre de mission Il peut y avoir une lettre de mission, mais une lettre de mission, une lettre de mission, c'est tout simplement un contrat. Nous, c'est la lettre de mission parce que c'est défini comme ça dans le cadre de l'ordre des experts comptables. Mais le contrat est caduc si la société n'est pas inscrite à l'ordre des experts comptables. À partir de là, il faut être vigilant, il faut faire attention. On entend souvent des fois des escroqueries par quelqu'un qui s'est fait passer pour un expert comptable ou détournement de fonds par un expert comptable. Généralement, ces gens-là, on s'aperçoit que quand on regarde l'article, il y a toujours n'était pas inscrit à l'ordre ou n'avait pas de diplôme ou exerçait sous un prête-nom. Et tout ça, c'est important. Et toi, du coup, donc, tu as créé ton cabinet. Est-ce que tu as pris des locaux parce que tu disais que c'était pendant le Covid? Alors du coup, il m'est arrivé j'ai eu une petite anecdote, c'est que j'avais des locaux, j'avais des copains du foot qui devaient acheter l'immeuble et moi je devais être locataire du rez-de-chaussée, et au final la mairie a préempté ce local-là parce que ça faisait partie de leur... c'était l'une de leurs... on va dire, on sortait des élections municipales et ça faisait partie de l'un des points de leur programme, donc de rénover
cette friche qui était dans le bourg. Donc, moi, mes copains devaient le faire, mais au final, on a été devancés. La mairie a préempté. Et du coup, j'ai dû trouver un local au dernier moment. Donc, j'ai pas pu intégrer les locaux au moment de la création. Donc, on a travaillé chez moi dans le salon, pendant les vacances de juillet-août avec les enfants. Donc, j'ai mon collaborateur Corentin qui est arrivé en apprentissage dès le début août, qui a travaillé dans le salon avec moi. Et j'ai ensuite eu une autre collaboratrice, Lucie, qui elle est arrivée le 1er septembre et qui a aussi travaillé avec nous dans le salon. Donc c'était animé et on a pris place dans les locaux vers le 20 octobre. Et à partir de là, ça s'est développé assez vite. Oui, parce que justement, tu as embauché assez tôt, puisque dès le début, quasiment, tu as eu 2 collaborateurs. Comment ça se fait que ça a été aussi vite? Comment tu as trouvé autant de clients? Alors en fait, j'ai été agréablement surpris parce que c'était pas prévu. Même moi, dans mon propre prévisionnel, j'avais pas du tout pensé avoir autant de clients parce que ça se développe aussi vite et au final, le bouche à oreille, le réseau, les clients en ont parlé, des personnes que je ne pensais pas qui allaient s'installer ont décidé de s'installer. Il y a aussi eu l'après-Covid, il y a eu des nouvelles, une dynamique d'emploi, des gens qui en avaient marre d'être chez leur employeur, qui se sont mis à leur compte. Tout ça a fait que, au final, ça a débouché sur tout un tas de nouveaux prospects qui sont venus me voir. Beaucoup étaient que des connaissances, directes ou indirectes. Et au final, du coup, j'ai dû retrouver une collaboratrice pour m'épauler pour la période fiscale parce que avec Corentin en apprentissage et Lucie qui était plus assistante administrative et de direction pour gérer un peu l'administratif du cabinet et faire la pré-saisie, la période allait être chargée en fait. Et comment tu l'as vécu, ce nouveau rôle de manager? Parce que tu disais justement que dans ton ancien cabinet, tu n'avais pas forcément ce rôle-là d'avoir des personnes sous ta responsabilité. Alors je pense qu'il faut de toute façon, même s'il y a un lien hiérarchique entre les collaborateurs et moi, de par le statut, je considère tout le monde avec le même respect, la même humilité. Et à un moment donné, on est tous dans le même cabinet, donc on est tous là pour aller de l'avant et tous tirer dans le même sens. Après, je pense que ces problématiques-là deviennent peut-être de plus en plus compliquées quand les tailles des cabinets sont beaucoup plus importantes. Mais nous, à notre échelle, lors des pauses, quand on est que deux ou trois, les sujets de conversation sont des fois un peu plus intimes que quand on est dans des sujets de conversation dans des gros cabinets ou quand on est 20 autour de la table à boire le café. C'est plus la même chose. Et du coup, là, vous êtes déjà à 4-5. Quels sont tes objectifs? Du coup, je sais pas, est-ce que tu veux doubler tes effectifs d'ici 5 ans? Est-ce que tu veux ouvrir un autre site? Qu'est-ce que tu veux faire? Moi, déjà, la priorité, c'est, ayant des enfants en bas âge, c'est aussi de pouvoir m'organiser, de recruter du monde, mais aussi d'être surtout présent aussi, moi, pour les enfants. Il est hors de question que j'arrive à la retraite et de me dire je vais pouvoir profiter, alors qu'on n'a pas, alors que moi, c'est les enfants d'abord qu'il faut s'occuper et après le travail, on aura aussi le temps de travailler tant que j'ai assez de travail pour pouvoir me payer mon salaire, un salaire décent et un salaire qui permet de subvenir à nos besoins. Après, chacun a des ambitions différentes et il en faut pour tout le monde. Moi, mes ambitions sont pas forcément de travailler moins parce qu'on sait qu'on travaille tous beaucoup, mais c'est de travailler de façon optimisée et d'optimiser le temps de présence avec mes enfants et ma conjointe. Et aussi, tu me le disais en off, vous avez peut-être pour projet de mettre en place la semaine de 4 jours. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment est venue la réflexion? Alors ça, on en a parlé l'autre jour. J'ai une collaboratrice sur laquelle j'ai réfléchi qui faisait déjà beaucoup d'heures et avec la crise et tout ça qui était déjà en semaine, qui était déjà à 80%. D'ailleurs, elle ne le sait pas encore, mais le but, ce serait de lui proposer de voir pour qu'elle puisse faire la semaine en 35 heures, mais en 4 jours et conserver
entre guillemets, le 80% de temps de chez elle. Donc, c'est-à-dire que le mercredi, elle pourrait toujours ne pas le travailler, mais de faire quand même un 35 heures sur le reste de la semaine. Et pour ceux qui sont déjà en 35 heures sur les 5 jours, ce serait de diminuer, d'enlever une journée de travail potentiellement et de la reporter sur les autres jours. Ou alors de faire des semaines à déjà 4 jours et demi dans un premier temps pour certains postes comme assistant comptable ou autre, où là on a quand même beaucoup de travail dense et récurrent à faire. Moi, je sais que dans l'ancien cabinet où j'étais, il y avait la modulation pour tout ce qui était station-service, où il y avait des tableaux de bord à envoyer le 15 du mois et autres. Ils avaient mis en place des semaines de 40 heures et du coup les semaines après TVA, ça passait des semaines à 30 heures. Et du coup, voire à 28, et ça permettait de récupérer des journées, clairement de travailler sur 4 jours les semaines d'après en fait. Et du coup, quand tu l'as annoncé alors à tes équipes, quelle a été leur réaction? Et bah, moi, c'est quelque chose moi, j'avais envie de pouvoir le mettre en place et de pouvoir le proposer aux collaborateurs. Donc, on n'en est pas encore tout à fait là. Faut ouvrir toutes les pistes de réflexion. L'organisation aussi, parce que le but, c'est quand même d'avoir de la présence aussi pour les clients, pour pouvoir nous appeler, qu'on puisse les dépanner ou répondre à leurs questions rapidement aussi. C'est la force de la proximité et de notre réactivité. Donc, il ne faudrait pas qu'on coupe à ce point fort. Mais par contre, il est vrai qu'il faut aussi faire attention parce que chacun n'a pas les mêmes vies. Les conjoints, alors même si tous les salariés sont du lundi au vendredi, les conjoints des salariés ne sont pas forcément du lundi au vendredi. Des conjoints qui sont dans l'artisanat ou dans certains métiers de clients, notamment dans tout ce qui est commerce, souvent le jour de repos c'est le lundi. En fait, le lundi, ça peut intéresser d'autres personnes de ne pas travailler le lundi, alors que d'autres préféraient ne pas travailler le vendredi, par exemple. Cependant, quand des clients attendent tout le week-end avant de poser des questions et que le lundi, quand ils appellent, la personne n'est pas là, ça peut être aussi embêtant. Donc, il faut réussir à réfléchir, à adopter une bonne stratégie pour être présent quand même tout le temps, mais à aussi avoir un peu plus de temps libre pour chacun. Mais ça, c'est toujours en phase de réflexion. Oui, il faut un peu s'adapter à chaque salarié. C'est vrai que c'est pratique quand on est encore petit. Exactement. À la rigueur, s'il faut tenter de le faire, les expérimentations, c'est un peu maintenant qu'il faut qu'on le fasse. C'est pas possible d'expérimenter quelque chose quand on a déjà atteint des tailles significatives avec différentes générations au sein même d'un cabinet. Pour l'instant, nous, on a une moyenne d'âge assez jeune, entre guillemets, étant donné que je suis le plus ancien à 35 ans. Le plus jeune est Corentin à 21 ans, donc on a une moyenne assez jeune et je pense que c'est maintenant, nous, avec toutes les nouvelles technologies, qu'il faut qu'on essaye de mettre tout ça en place. Et du coup, toi, quand tu as créé ton cabinet, donc tu l'as créé seul, est-ce que ça t'a pas traversé l'idée de trouver un associé ou parce que c'est vrai que on entend souvent des jeunes diplômés se dire il faut que je trouve quelqu'un pour m'associer, mais toi, comment t'as vécu le truc? Non, moi pas du tout. Déjà, le but c'était de me lancer, seul déjà pour avoir aussi la même référence que mes clients. C'est-à-dire que déjà pour pouvoir conseiller un entrepreneur, rien ne vaut quand même d'être entrepreneur soi-même. Je pense qu'on est encore plus légitime que quand on est déjà expert comptable salarié ou expert comptable déjà dans une autre entreprise, enfin dans un autre cabinet ou dans un groupe. À partir de là, moi, c'était déjà le premier point que je voulais. Le deuxième point, c'était surtout d'allier ma vie personnelle avec ma vie professionnelle de façon beaucoup plus souple et sans rendre de compte à personne. Par contre, après, à partir de là, de se rassocier avec quelqu'un, c'est pas du tout quelque chose que j'ai envisagé, étant donné que pour l'instant, j'ai déjà besoin de développer le cabinet, besoin de le structurer. Faut pas aller trop vite. Chaque chose se fait en son temps. Et si je veux aussi, moi, dans un premier temps, continuer à être présent aussi avec mes enfants bas âge, je peux pas m'associer forcément avec quelqu'un en disant à cette personne-là, écoute, moi, je fonctionne comme ça, donc du coup, maintenant, toi, tu vas travailler plus ou tu travailleras moins. C'est assez compliqué des fois d'allier deux typologies de façon
de façon de travailler différente. Il y a forcément des réunions à faire avec les associés, il y a forcément des réunions à faire avec les collaborateurs. Tout ça, c'est facile à faire quand on est tout seul avec notre équipe. Par contre, à plusieurs, ça devient compliqué. Et peut-être un jour, mais pas tout de suite. En tout cas, c'est possible du coup de créer son cabinet, d'être tout seul. On n'est pas forcément obligé d'être deux finalement. Oui, complètement. Et j'ai même, il y a même des confrères qui créent leur cabinet de façon ex nihilo, sans clientèle, sans rien, et qui travaillent beaucoup avec les bourses, enfin avec les bourses du CGEC. C'est-à-dire que les bourses, c'est une plateforme qui est mise en place par le CGEC où chaque expert comptable peut mettre des missions à sous-traiter. Et les gens peuvent aller chercher les missions à faire à distance, en présence ou autre, dans le cadre de sous-traitance. Et il y a beaucoup aussi de cabinets qui fonctionnent avec de la sous-traitance aussi, parce qu'il y a beaucoup de besoins et il y a certaines tâches, on en parlait tout à l'heure lors du déjeuner, il y aura des nouvelles missions avec des experts comptables qui seront spécialisés en bilan carbone, en RSE et autres. Et ces experts comptables-là pourront intervenir en sous-traitance pour tout un tas de cabinets qui n'auront pas forcément les moyens, les ressources humaines de tout développer en interne. On en parlait aussi tout à l'heure. Il me semble que tu as créé un réseau un peu d'entrepreneurs. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, c'est peut-être pas toi qui l'as créé, c'est la table ronde, je crois. Alors, non, c'est pas les chevaliers de la table ronde, c'est autour d'une table. C'est Fabrice Cosson avec Renaud Ancel qui ont décidé de développer ça sur Aulnay-sur-Odon. On avait eu un rendez-vous par rapport à un BNI, mais on ne voulait pas du tout rentrer dans... Tu peux expliquer ce que c'est, BNI? Les BNI, c'est un réseau de chefs d'entreprise qui, pour le coup, est très axé business. Et du coup, on avait décidé de ne pas rentrer dans ce type de réseau, d'avoir les contraintes de ces réseaux, étant donné que nous, on était tous très local, très axés sur la proximité et autres. On a décidé de créer nous-mêmes le réseau, et c'est Fabrice Cosson autour d'une table, à travers sa société OLB Développement, qui du coup, lui, la gère et qui anime du coup ce réseau-là. Et du coup, est-ce que ça t'apporte des clients potentiellement? C'est un réseau convivial avec des chefs d'entreprise, mais des fois ça peut être aussi des responsables d'entreprise. Le but, c'est un peu, on va pas se le cacher, c'est un peu comme les BNI, mais on va dire de façon moins hiérarchisée, moins obligatoire, et pas moins convivial, parce que les gens dans les BNI peuvent être aussi très conviviaux, mais on va dire moins, plus local et plus adapté à notre image en fait, de notre territoire. Ça m'apporte, c'est pas forcément la voie d'accès, des prospects, parce que les prospects viennent énormément, surtout sur le bouche à oreille. Mais par contre, c'est assez intéressant de rencontrer des problématiques de personnes que j'ai pas comme clients, qui permettent aussi d'ouvrir des fois les difficultés, ou de mettre des fois en lien avec certains de mes clients certaines problématiques que d'autres peuvent rencontrer en fait, ou anticiper certains besoins aussi qui peuvent arriver et que des fois des clients n'osent pas forcément demander. Et des fois, c'est peut-être pas forcément des clients directement, mais ça va peut-être être, je sais pas, des mises en relation. C'est vrai que quand on est expert comptable, bon, certes, on peut faire les comptes, etc. Mais je pense que mettre en relation aussi les bonnes personnes ensemble, ça fait partie également de notre rôle et de la valeur ajoutée qu'on peut apporter aux clients. Clairement, par exemple, comme l'autre jour, j'ai eu le cas d'une cliente qui est venue me voir pour faire une défiscalisation, et du coup j'ai pris le temps de faire le rendez-vous avec elle, lui expliquer tous les principes de la défiscalisation, les types de défiscalisation qu'il y avait. La défiscalisation, c'est du coup faire un investissement qui permette de diminuer l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés, mais surtout l'impôt sur le revenu principalement. Et du coup, ma cliente, elle est venue, je lui ai expliqué un peu les différents types de défiscalisation. Cependant, moi, j'ai bien prévenu que, étant donné que moi, je suis juste un cabinet d'expertise comptable, je ne fais pas de défiscalisation, je ne fais pas les placements, je ne fais pas tout ça.
Et dans ces cas-là, moi, je réoriente vers des partenaires qui sont, eux, conseillers en gestion de patrimoine. Et c'est eux qui font les opérations. Et au final, moi, j'ai rien, on n'a rien valorisé parce que forcément, on est souvent les derniers à valoriser notre mission. Mais par contre, la cliente, on a le merci de la cliente qui est contente qu'on puisse avoir pris le temps de l'écouter et de l'avoir mis en relation avec des gens de confiance. Et c'est un peu la suite, c'est un peu la valorisation du reste de nos honoraires en fait. Oui, c'est ça, c'est une valorisation qui n'est pas financière, mais ça reste une valorisation. Complètement, c'est un peu le plus que nos cabinets à nous peuvent proposer. Ok, top. Et si on passe aux questions un peu plus générales, du coup, qu'est-ce que tu aimes le moins dans ton métier aujourd'hui? Euh, Ce que j'aime pas, ça serait à l'extrême, je le fais déjà pas, mais ça serait le commissariat aux comptes. Je, j'ai, je pense que le formalisme, il y a trop de formalisme à effectuer en tant que commissaire aux comptes, d'aller contrôler aussi des confrères et de ne pas parler du côté conseil avec les clients, c'est quelque chose que je ne peux pas envisager parce que j'ai envie de discuter, d'échanger, d'évoquer les problématiques, de trouver des solutions. Et du coup, le commissariat aux comptes, c'est pas forcément ce métier-là. Après, c'est vrai que le côté commissariat aux apports, commissariat à la transformation, des missions comme ça, des missions exceptionnelles, ça peut être intéressant. Mais du coup, il y a encore une fois, je disais déjà beaucoup de formalisme et on a déjà beaucoup de formalisme dans notre métier. Donc, on a la lutte anti-blanchiment, on a toute la déontologie à appliquer en interne, les normes à respecter. Donc, on a déjà pas mal de taf. Donc, avant de pouvoir faire autre chose, on va déjà structurer toutes les équipes comme il faut. On a aussi toute la dématérialisation du cabinet, la digitalisation du cabinet avec tous les nouveaux logiciels, les outils. euh, Amener les clients aussi vers tous ces nouveaux processus. Et puis on a aussi la nouvelle réforme qui va arriver de la facturation électronique. Et à un moment donné, comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas être partout. Et ces tournants-là, on n'a pas le droit de les louper parce que celui qui ne monte pas dans le train, ça sera trop tard malheureusement pour lui. Et du coup, t'en fais quand même aujourd'hui du commissariat aux comptes ou... J'en fais pas du tout. Non, t'en fais pas du Non, pas du tout. Je suis inscrit uniquement à l'ordre des experts comptables. Ok, ça marche. Et ce que tu aimes le plus? Les rendez-vous conseils avec les clients, les problématiques quand on aide à les résoudre et qu'à la fin, quand on a soit une restructuration, soit qu'on a une transmission, une cession d'entreprise ou alors tout simplement un objectif de rempli pour le client et qu'on voit son sourire ou qu'on voit qu'il nous dit merci beaucoup et de la gentillesse des fois qu'ils peuvent avoir dans leurs réponses par mail pour les avoir accompagnés. Au-delà des honoraires, parce qu'on n'est pas que philanthrope forcément, mais c'est la partie principale de notre métier en fait, c'est la relation humaine. Est-ce que tu as des exemples prêts à nous donner justement sur la partie conseil, peut-être des exemples de missions? Alors moi je tiens beaucoup et je travaille énormément sur tous les dossiers pour que tous les clients aient une mutuelle, une prévoyance. C'est le b.a.-ba de la protection sociale du dirigeant. Et après, on va pour aller optimiser vraiment les cotisations, les complémentaires retraite avec maintenant les PER, les PERCO, les sorties de trésorerie des entreprises, les restructurations avec les holdings pour aller réinvestir dans de l'immobilier locatif ou alors dans d'autres structures. C'est vraiment toute la partie conseil et optimisation. C'est important. Et je pense que les clients sont très enclins à avoir tout ça. Et en ce moment, on a beaucoup d'immobilier. Alors surtout, je pense lié vraiment à tout ce qu'on peut entendre. On voit énormément sur les réseaux sociaux tout un tas de coachs en immobilier qui prétendent qu'on peut gagner beaucoup d'argent juste en achetant des immeubles. Mais il y a beaucoup de choses qui sont mal vendues et qui sont mal expliquées. Et au final, quand on explique vraiment le cash flow qui va rester au client, donc la trésorerie finale après l'opération, quand il voit qu'il doit mettre tout ça dedans et que les charges de copropriété ont été oubliées ou les taxes foncières ont été oubliées ou alors même des travaux où les travaux ont été sous-estimés, au final la réalité est bien différente de ce qu'on peut leur vendre dans les vidéos des réseaux sociaux.
Oui, c'est vrai que c'est un peu ça notre rôle aussi des fois quand il y a un client qui vient nous voir et qui nous dit: «J'ai vu ça sur internet», de peut-être le confronter avec la réalité qui est des fois moins Complètement, rose. il y a beaucoup d'agents commerciaux qui sont là pour vendre leurs produits, soit des défiscalisations type Pinel de Normandie, toutes ces défiscalisations immobilières, ou alors des assurances vie, des défiscalisations Madelin, des choses comme ça. Et au final, les gens le font. Et quand ça m'est arrivé de récupérer un dossier d'une infirmière qui était à la RAPL, et je lui ai demandé ses attestations de Madelin, et elle m'a dit ça doit être le papier que la RAPL m'a refusé l'année dernière. Et au final, c'était pas une loi Madelin, c'était tout simplement une assurance vie qui avait été déduite sur un BNC, chose qu'il n'y a pas le droit. Mais au final, certains commerciaux le vendent quand même, en fait, et ils se préoccupent pas de l'argent qui est placé de la part de nos clients, sachant qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'argent qui est placé, c'est souvent pour constituer une retraite, en fait. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi, et il y a une certaine éthique à respecter. Et c'est pour ça que nous, notre rôle, c'est pas de le faire pour eux, parce que c'est pas notre mission. Mais notre mission, c'est vraiment de les mettre en garde et de les conseiller ou de les réorienter vers les bonnes personnes. OK, top. Et est-ce que tu es fière de ton parcours et pourquoi? Oui, je suis fier de mon parcours. Si on m'avait dit que j'allais travailler autant maintenant, alors que je voulais faire, entre guillemets, prof de sport, pour faire du sport et être plus cool, je pense que c'est loupé. Mais à côté de ça, d'avoir autant de personnes autour de moi au niveau de notre métier, de la richesse de notre métier, et aussi de la différence entre tous les types de dossiers que l'on peut avoir dans un cabinet, c'est assez impressionnant, et c'est ce qui fait vraiment notre richesse. OK, top. Au niveau situation familiale, on s'était arrêté tout à l'heure à dire que tu avais 2 enfants. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Alors du coup, maintenant on a 3 enfants, donc il y a Anaïs, ma conjointe, qui est instite dans l'éducation nationale. On a Gabriel, du coup, qui a 6 ans, Agathe qui a 4 ans, et Gaspard, du coup, qui a eu 1 an cette année, au mois de mai. Et du coup, comment tu fais justement pour gérer ton équilibre vie pro, vie perso? Tu disais que c'était quelque chose sur lequel tu voulais t'améliorer. Alors, ça demande beaucoup d'organisation, mais surtout il y a quand même des principes qui sont rigides. C'est que déjà, je me suis aperçu que tous les matins, déjà, c'est moi qui emmenais les enfants à l'école, étant donné que ma conjointe est instite. Elle doit partir plus tôt parce que elle doit, accueillir les enfants de ses classes. Donc au final, c'est elle qui part plus tôt. Moi, je dépose les enfants à l'école pour ne pas avoir de garderie, parce que ça, c'est un de nos choix qu'on a décidé de faire pour le matin. Et en parallèle de ça, si jamais je devais partir à 8h sur Caen, pour aller sur des rendez-vous pour 9h, au final, j'arriverai pas forcément à 9h, parce que étant donné tous les bouchons qu'on peut avoir ou tous les problèmes de circulation qu'on a, moi je dépose les enfants à 9h moins 10 à l'école, et au final à 9h15 je suis à certains rendez-vous aussi sur Caen, parce que le bouchon est passé. Donc je perds pas forcément mon temps. Les gens comprennent aussi que moi le rendez-vous, on l'a fixé à 9h15 parce qu'il y a la route, et parce que moi c'est comme ça. Les gens mes clients généralement comprennent ma philosophie et viennent aussi pour notre philosophie de travail, et notre philosophie tout simplement du cabinet, la vie du cabinet. Le but, c'est d'avoir un cabinet convivial. Et du coup, c'est aussi à l'image de nous-mêmes, je pense. Et, euh, et pour les enfants, après le soir, tout simplement, ma conjointe les récupère. Et moi, quand je rentre, alors en période fiscale, j'essaie de rentrer vers 6h30 au maximum, pour être avec eux, parce que le soir, on s'aperçoit que on pourrait rentrer tous les soirs à 22h, mais au final, à 22h, tout est fini. Ils sont tous couchés, alors que si on rentre on peut très bien rentrer. Moi, je rentre vers 18h, 18h30 au plus tard. Je suis avec eux jusqu'à 8h, et vu qu'à 8h, c'est déjà l'heure où ils doivent déjà aller se coucher. Et au final, moi, je retravaille après. Et c'est moi qui décide après de compenser le temps de travail qu'il estime rester à travailler. Alors, ça peut être des fois 11h, minuit, 1h. Chacun son rythme, mais le but, c'est que le travail soit fait d'un côté, et que les enfants soient aussi contents de nous voir tous les jours, parce que c'est un peu la plus grande fierté au-delà de la réussite professionnelle. Et le week-end, tu travailles du coup? Alors le week-end, c'est un peu pareil, c'est un peu pour l'instant en période fiscale, forcément on travaille pratiquement tous les jours, 7 jours sur 7.
Quand on a vu qu'on a connu un gros développement en 2021, fin 2020-2021, forcément tout un tas de sociétés ont clôturé là en fin d'année 2021, donc on a eu tout un tas de nouvelles structures. On a connu aussi un changement de logiciel qui a été un peu compliqué, mais bon, on a réussi à revoir avec les formateurs pourquoi le changement était compliqué, et là du coup on a dû pallier du coup certaines défaillances de l'éditeur, mais choses qui ont été résolues. Et à partir de là, ça nous a compliqué un petit peu la période fiscale, mais sans plus, parce qu'on a quand même décidé de faire le choix de rester sur l'ancien logiciel. Et de par l'impact du travail le week-end, il faut aussi savoir, malheureusement, dire stop quand il faut, ou quand il y a des repas de famille, ou quand il y a des moments importants personnels, couper l'ordinateur et le rallumer que le lendemain ou à la fin du week-end, parce que ces moments-là, on ne pourra pas les rattraper en fait. C'est ça, et puis des fois, ça permet peut-être aussi d'être un peu plus productif, parce que si on sait qu'on doit faire la même chose en moins de temps, et puis ça permet de souffler aussi un peu. Bah, complètement. Après, de toute façon, on sait bien que la problématique, c'est que chaque client veut son bilan très rapidement, donc on essaye de tout faire pour réaliser ça. Sachant que nous, plus vite on finit la période fiscale, plus vite on est tranquille aussi. Mais du coup, il ne faut pas non plus que la vie professionnelle déborde et bloque toute vie personnelle à côté, parce que ça serait un peu un échec pour moi du coup. C'est ça, ok, super. Et du coup, quels sont tes futurs projets ? Alors les futurs projets, là on a un cabinet qui est un peu trop petit en termes de local, parce que du coup il y aura 5 collaborateurs d'ici la fin de l'année, et on n'a que 3 bureaux, donc on a trouvé un nouveau local où on a à peu près une petite année de travaux à faire, et à partir de là, pour juin 2023, on intégrera notre nouveau local, où chacun aura un bureau. Et du coup, pour l'organisation, toi, tu me disais que tu n'étais pas trop pour l'open space ? Alors oui, on va avoir des bureaux, donc tout l'étage c'est un peu 5 chambres qui seront transformées en 5 bureaux, mais de là à faire un open space, je suis contre, parce que je trouve qu'au niveau phonique, c'est un peu le bazar. Ça peut provoquer des problèmes de concentration pour tout le monde. Et par contre, j'avais évoqué le fait que chacun choisisse un peu son bureau, sauf que les collaborateurs ont décidé de ne pas forcément avoir de bureau à eux, pour pouvoir se moduler en fonction des journées de télétravail des uns des autres, pour que chacun puisse se mettre avec les uns ou les autres quand ils sont présents sur place. C'est-à-dire que si un tel est présent sur place et que le bureau d'à côté est libre, plutôt que d'aller tout seul dans son bureau, ils vont se mettre ensemble dans la même pièce en fait. Et je trouve que, vu que ça vient de la part des collaborateurs, je trouve ça d'autant plus fort, ça valorise leur esprit d'équipe entre eux. Et tu trouves que justement c'est important d'impliquer les collaborateurs peut-être dans les décisions de l'entreprise, même si tu es expert comptable et même si tu es un chef d'entreprise, qu'est-ce que tu penses de ça ? Complètement, sachant que je suis chef d'entreprise, c'est vrai que c'est moi qui prends les décisions, c'est moi qui paye au final, mais une équipe c'est ensemble, c'est un dirigeant et des collaborateurs, mais le résultat au final c'est chacun qui contribue au résultat de l'ensemble. Donc si on peut les impliquer, déjà qu'on ne peut pas forcément impliquer tout le monde dans tous les domaines, mais sur ces choses-là, si on peut les impliquer et que ça leur donne envie de trouver des solutions, de trouver des choses à faire, de les impliquer aussi, c'est aussi important pour eux de leur faire part, et de aussi les mettre un peu au centre du projet aussi. Si c'était à refaire, est-ce qu'il y a des choses que tu referais différemment ? Non, pas du tout. Je ne changerai rien. Et pour finir, si tu avais peut-être un conseil à donner au Guillaume qui a 20 ans, donc qui doit être en BTS, qu'est-ce que tu lui dirais ? De rien changer, parce que j'ai bien profité, j'ai pu faire la fête comme je voulais pendant mes études. Après la fête est venue la vie de famille et la vie professionnelle, et je pense que maintenant on est dans une autre phase où maintenant on n'a plus qu'à profiter des enfants et de nos amis et de la famille. Ok, super. Bah écoute, merci beaucoup à toi Guillaume pour cette interview. Et merci Julie, à toi aussi. Et bonne continuation.
Et bah merci, puis bon Tour de France à toi. Félicitations, tu as été au bout de cet épisode. Tu peux m'envoyer un message sur LinkedIn ou Instagram pour me dire ce que tu en as pensé. Les suggestions de profils sont aussi les bienvenues. Si tu veux m'aider à faire connaître le podcast, tu peux le noter 5 étoiles sur Apple Podcast ou le partager à 2 amis, c'est gratuit. Pour découvrir le prochain épisode, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10h.